Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel atelier débat où vous êtes venus dans la maison de la Fédération des travaux publics et qui nous reçoit, qui nous permet d'animer tous ces ateliers débat que nous faisons depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Alors, bonjour. Bonjour monsieur le député. Nous sommes présents aujourd'hui pour vous recevoir et je vais vous présenter. Vous êtes le député de la Meuse. Vous vous prénommez donc Maxime Amblard, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si vous prenez encore beaucoup la parole, surtout nos sujets d'énergie. Et vous allez nous parler de la stratégie du Rassemblement national pour la transition énergétique et la réindustrialisation. Je crois que vous le liez absolument les deux parties en même temps dans votre programme. Monsieur le député, vous représentez le groupe politique qui est aujourd'hui le plus important à l'Assemblée nationale en nombre de députés et qui est à ce titre appelé à être un acteur clé du débat politique national dans la transition énergétique et la décarbonation. Vous-même, monsieur le député, ces questions de transition vous animent d'une façon importante puisqu'elles vous tiennent à cœur. Vous êtes diplômé, je le dis pour tout le monde, vous êtes vraiment un spécialiste, vous êtes ingénieur en génie énergétique, j'ai bien pris mes notes, vous me le faites la remarque si jamais je me trompe, et en génie énergétique nucléaire. Et que vous avez en plus écrit récemment un ouvrage qui se prénomme « Abondance et pénurie ». Alors il faut en faire la publicité. Vous abordez les enjeux de la dépendance aux énergies fossiles, la décarbonation de l'industrie et le nucléaire. Vous avez aussi beaucoup contribué au développement du programme du RN et particulièrement sur ces enjeux d'industrie, d'indépendance et d'énergie. Et pourtant, nous en parlions tout à l'heure en aparté quand vous êtes arrivé, le RN est très souvent présent médiatiquement sur d'autres questions, mais beaucoup moins, sur celle de la transition, au point que nombre de citoyens et même de chefs d'entreprise de ces secteurs de l'énergie, de la mobilité, du transport bien évidemment, mais aussi du bâtiment, de la construction, se posent la question: quelles sont vos priorités, monsieur le député ? Quelles sont vos propositions pour parvenir de manière opérationnelle à réduire les émissions tout en réindustrialisant la France ? C'est justement pour nous partager cette vision-là que vous avez accepté notre invitation et nous vous en remercions. Je donne donc la parole immédiatement, comme à notre habitude, à notre président, monsieur Brice Lalonde, qui va vous accueillir et engager l'échange avec vous. Il est possible que sans la menace de censure de votre parti, l'Assemblée nationale n'aurait jamais eu à discuter de la programmation de l'énergie, qui est pourtant très importante pour l'avenir de notre pays. Mais alors vous êtes intervenu durant ce débat, le Premier ministre a introduit assez longuement d'ailleurs la discussion en disant que le paysage avait changé, ce qui me faisait un peu sourire, puisque la PPE d'aujourd'hui, celle qui en principe nous régit, réclame la fermeture ou propose la fermeture de 13 réacteurs nucléaires, alors que la nouvelle PPE dit qu'il faut en construire autant. Donc le paysage a en effet changé, ce qui me fait penser un peu à Einstein qui disait toujours: est-ce qu'on peut demander à ceux qui ont créé les problèmes de les résoudre ? Mais enfin bon, voilà. Vous êtes intervenu. Nous avons donc un projet de PPE. Ce projet de PPE prévoit une décroissance de la consommation d'énergie. Et en cela, il est assez respectueux, disons, du programme de la Commission européenne qui repose toujours sur deux grands points, la consommation, une réduction de la consommation d'énergie et le recours massif aux renouvelables. Vous êtes intervenu dans le débat et clairement, la question des renouvelables est très importante pour vous. Vous trouvez que ce n'est pas la peine de s'embêter avec des renouvelables puisqu'on a déjà une électricité décarbonée grâce au nucléaire. Donc c'est à peu près, je simplifie, une question importante, centrale. L'énergie solaire, par exemple, est extrêmement populaire, elle coûte très très peu cher, elle est massivement développée dans des pays comme l'Australie ou d'autres,
hop, depuis quelque temps, quand même, il y a eu un blackout en Espagne, on se pose des questions, on a quelquefois trop d'énergie dans l'après-midi, etc. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu quelle est votre position. D'après la Commission de régulation de l'énergie et la PPE, pourquoi est-ce qu'on fait des renouvelables? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que tant qu'on n'a pas encore construit les nouvelles centrales nucléaires, comme on doit augmenter la consommation d'électricité au sein d'un système énergétique qui décroît, où on consomme moins, la part de l'électricité doit augmenter, et en attendant de construire les centrales nucléaires, il y a un gap, il y a un trou, et il faut bien que ce trou soit rempli, ce sont les renouvelables. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. C'est avec un grand plaisir que je viens vous parler de ce sujet qui me passionne et qui m'anime, depuis même avant d'être député, bien sûr. Avant de commencer à dérouler mon programme, je voulais rappeler certains points. Alors moi, je préfère le propos de souveraineté énergétique plutôt que celui de transition énergétique, bien qu'il faille quand même transitionner, voire même c'est révolutionner presque limite maintenant, tellement on a pris de retard. Mais ayant écrit un livre sur le sujet, je préfère le terme de souveraineté énergétique que je me suis attaché à définir dans ce livre-là. Ensuite, je préciserai une chose, c'est que, vous l'avez très bien dit, l'électricité est aujourd'hui qu'une part de ce que nous consommons. C'est à peu près 25% de l'énergie finale que nous consommons. Il y a 40% d'hydrocarbures dans tout ça, ce qui est quand même énorme. Et le reste, c'est de la chaleur, soit chaleur consommation directe, soit de la chaleur par des réseaux de chaleur, par exemple. Donc décarboner notre mix énergétique ne se fonde pas seulement sur notre mix électrique, qui est déjà aujourd'hui à 95% décarboné. Par la suite, à mon avis, c'est important de rappeler également que dans notre mix énergétique, cette électricité a été historiquement construite sur la base de moyens pilotables et concentrés, que sont le nucléaire et l'hydraulique. Une énergie pilotable et concentrée, si on en croit la physique, sera toujours plus intéressante à exploiter et beaucoup plus rentable, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, moi tout le monde visualise ce que c'est, qu'une énergie intermittente ou fatale, ça dépend le terme, et diffuse, que sont les énergies éoliennes et photovoltaïques. Et là, j'en viens à un point important qui est souvent déformé, mais sur lequel je veux appuyer. Le Rassemblement national n'est pas contre les énergies renouvelables. Vous savez qu'historiquement, et ça fait plusieurs années, que nous défendons l'énergie hydraulique ardemment, qui est une énergie renouvelable, par définition. Non, le Rassemblement national est pragmatique, et il voit, ce que je viens de vous expliquer, qu'une énergie concentrée et pilotable sera toujours plus intéressante à être déployée sur un réseau électrique qu'une énergie diffuse et fatale. C'est pourquoi nous sommes contre les énergies diffuses et fatales. Mais derrière, la production de biogaz, la consommation de biomasse, nous ne sommes pas contre, ce sont des énergies renouvelables. Voilà. Donc, en cela, nous ne sommes pas idéologiquement farouchement contre les énergies renouvelables dans leur ensemble, c'est seulement contre les énergies intermittentes et diffuses, sur le principe même que je viens de vous expliquer, que physiquement, elles sont et elles seront malheureusement toujours moins intéressantes que les énergies pilotables et concentrées. Maintenant, je vais un peu dérouler le programme rapidement pendant quelques minutes, et puis on passera un moment d'échange. Le programme qui a été structuré de façon chronologique, évidemment, dans une hypothèse d'accession au pouvoir, et qui se voudrait, je l'espère, être la nouvelle PPE, parce que le Premier ministre a très bien dit que le paysage avait changé, mais la physique, elle n'a pas changé. Entre la dernière PPE et la PPE d'aujourd'hui, c'est juste peut-être leur compréhension du monde qui a changé et qui malheureusement n'a pas encore assez changé à mon sens. Dans une première phase, à court terme, dans le programme du Rassemblement national, c'est-à-dire, imaginons, mettons des dates 2027-2028, il s'agirait déjà de lever les contraintes. Les contraintes qui pèsent sur les prix de l'électricité, parce qu'on ne peut pas s'attendre à électrifier nos process avec des prix de l'électricité qui sont trop importants. Sinon, tout le monde va s'en aller à l'étranger. Et puis on le voit aujourd'hui, nos industries s'en vont aux États-Unis qui font tout pour les attirer à eux grâce à des prix de l'énergie et surtout de l'électricité qui sont faibles. Et donc, ça passe par réduire la fiscalité. Évidemment, ça c'est le levier le plus rapide et sur lequel on a la main. Également, et là ça va peut-être faire grincer des dents, mais
sortir de ce mode de tarification du marché européen de l'électricité qui est basé sur le coût marginal de production de la dernière unité appelée, qui derrière s'inspire d'un théorème de Marcel Boiteux, dont les hypothèses se basaient sur, en théorie, un monopole. Un monopole, alors public ou privé, mais sur la base d'un monopole. Il prenait l'exemple d'EDF, par exemple. Aujourd'hui, on a appliqué cette théorie marginaliste sur un oligopole, on va dire, mis en concurrence les uns par rapport aux autres. Forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a plein de problèmes qui sont liés au fait qu'on ne prenne en compte que le coût marginal et pas le coût de production complet. Ça n'encourage pas à faire des investissements. On est obligé de mettre des rustines, on est obligé de faire des crédits de capacité pour essayer d'inciter à avoir des moyens de production pilotables, etc. Enfin, derrière, on met des pansements sur une jambe de bois sur un truc qui ne fonctionnera jamais parce que l'électricité est un bien de consommation qui est unique, qui n'est pas facilement stockable et qui est un bien stratégique principal, évidemment, parce que vous comprenez que, enfin, on peut demander aux Espagnols, mais sans électricité, on a du mal quand même à vivre correctement. Ensuite, nous avons la reconstitution d'un service public unifié de l'électricité, qui, je pense, à mon sens, est la chose la plus pertinente qu'on puisse faire si on a à cœur de la souveraineté énergétique de notre pays. Donc c'est quand même avoir quelque chose qui est un peu dans les mains de l'État, mais pas trop, et qui permette de produire de l'électricité de la façon la plus stable, la moins chère possible, et avec la meilleure planification qui soit à long terme. Ensuite, on a également sur la production, on veut faire un moratoire immédiat sur les énergies renouvelables intermittentes. Je vous ai expliqué pourquoi. Le lancement de 12 gigawatts au moins de réacteurs nucléaires avec une mise en route commerciale entre 2034 et 2037. La question se pose, on en a discuté tout à l'heure, la question se pose de quel design utiliser, le PR2 ou peut-être un autre design, un design étranger, pourquoi pas. Parce que l'urgence est de produire, comme vous l'avez dit, le plus vite possible de l'électricité en vue de l'électrification des process. Ou d'avoir des centrales qui durent 80 ans. Aussi, mais ça c'est pas impossible avec les centrales actuelles d'ailleurs. Bah, oui, peut-être. Oui. À ce moment-là, la question se pose différemment. En fait, il y a différents points. Quand j'entends l'argument que vous m'avez donné et qu'on me donne régulièrement, c'est en attendant de construire les futurs réacteurs, il faut absolument qu'on construise des moyens de production d'électricité, donc il faut passer par de renouvelables. C'est extrêmement biaisé parce que déjà la PPE prend des hypothèses de facteurs de charge qui sont très bas pour le nucléaire, autour de 60% je crois, alors que EDF, lui, table sur une remontada en quelque sorte, autour de 70%, voire 75% de son facteur de charge d'ici à 2035. Ça fait quand même quelques dizaines de terawattheures en plus, je crois que ça fait 40 terawattheures en plus si on prend, et donc ça fait 40 terawattheures en moins qu'on aurait besoin d'énergie renouvelable intermittente. Est-ce que je peux aussi, parce qu'après tout, c'est très intéressant. Ça d'échange, oui. Parce qu'on aurait un peu d'échange. Vous avez dit un service public de l'énergie. De l'énergie, pas du l'électricité. Si, de l'électricité, là. Électricité. Donc, ça veut dire qu'on sort du marché européen, ou pas? On sort du mode de tarification, mais après, les imports-exports, on peut continuer à les faire au tarif comme sur le marché européen. C'est juste pour l'électricité qu'on consomme et qu'on produit sur le territoire national. Ce sont les règles de tarification du marché que vous contestez. Pour la production et la consommation sur le territoire national. Enfin, ce qu'on produit et ce qu'on consomme sur le territoire. Et le service public de l'énergie, ça ressemble un petit peu à ce que le Parti communiste même propose. Donc un service public sérieusement géré, franco-français en quelque sorte. C'est ce qui existait avant. Oui, donc, mais c'est très important, donc il faut savoir. Donc, ça veut dire qu'on prend des distances par rapport à l'organisation actuelle de l'Union européenne et aux propositions de la Commission. Mais pourquoi pas? Donc, bien sûr. Discutons de ça. Et parce qu'il y a une question quand même très importante sur la tarification au coût marginal et à la discussion sur la place des renouvelables, c'est que le solaire, quand même, c'est pas cher. Et donc, quand vous parlez des prix de l'électricité, quand même, si vous décidez tout de suite de dire on va pas faire de solaire parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, du coup, vous allez vous priver quand même d'une source d'énergie quasi gratuite quand il y a du soleil, quoi. Le photovoltaïque est pas cher en coût de production à certains moments, etc. En coût système, ça change la donne. C'est là où je pense que dans la PPE, il est important maintenant de plus ne parler de coût de production seulement en sortie de turbine ou en sortie de moyens de production.
quoi, mais d'onduleurs, voilà, mais en coût système complet. Parce que quand on rajoute des moyens de production qui sont fatals, ou même diffus, donc diffus, il va falloir augmenter le maillage du réseau, et fatal, il va falloir ajouter des moyens de compenser cette fatalité, donc du stockage, plus oui aussi. Mais ça, après, c'est pas lié à la physique, ça peut se changer. Mais sur le reste, c'est intrinsèquement lié à ce mode enfin, la fatalité de ce mode de production. Ouais. Donc, en fait, dire que c'est pas cher en se basant juste sur le coût de production comme ça, c'est biaiser le système. Et on compare des choses qui ne sont pas comparables derrière. Pour vous donner un exemple, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui a sorti ces chiffres-là. Il faut à peu près 20 fois plus de matériaux pour produire 1 kWh d'énergie renouvelable intermittente, parce que pour l'éolien et le photovoltaïque, c'est à peu près équivalent, que pour produire 1 kWh d'énergie nucléaire combustible inclus. Voilà. Et ça, on aura beau faire tout ce qu'on peut, ça ne changera jamais de par ces caractéristiques physiques dont je vous ai décrit derrière. Oui, dans le prix du système, il y a évidemment toutes les lignes électriques qu'il faut construire. C'est sur les investissements considérables annoncés par RTE, il y en a pas tout à fait la moitié, mais presque, qui sont liés à la construction, au raccordement des renouvelables, surtout d'ailleurs plutôt les éoliens en mer, parce que là, ça coûte plus cher, quoi. Donc, effectivement, ça coûte de l'argent. En revanche, moi, je me souviens de discussions avec RTE et Enedis, c'était quand il y a du soleil, pourquoi s'en priver, quoi. Après tout, il y a quand même, c'était le raisonnement simple, quoi. Mais il y a une autre chose qui est importante avec le solaire, c'est que ça permet l'autoconsommation. Et donc, en ce moment, il y a une grande discussion sur l'autoconsommation. Et le gouvernement français est hésitant, on ne sait pas quelle est la position. Mais on voit que ça se développe, notamment l'autoconsommation collective, avec possibilité de stockage ou nécessité de stockage et avec nécessité de pilotage. C'est-à-dire que quand l'autoconsommation est importante et qu'on a de la haute tension, on peut piloter. Et à ce moment-là, une partie des objections que vous avez, elle tombe. Oui. Simplement, en revanche, est-ce que le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il pense de l'autoconsommation? Est-ce qu'il faut la développer? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'au contraire, c'est encore un truc diffus, déconcentré, à la mode et surtout pas, quoi? Pourquoi l'autoconsommation se développe? Parce que les prix de l'électricité ont augmenté. Certainement, mais parce que, donc, si on arrive c'est une magnifique, pour beaucoup de gens, c'est magnifique, en effet. C'est une magnifique preuve de crispation sur ce qu'on leur avait promis comme étant la panacée, c'est-à-dire les énergies renouvelables, ça va faire baisser votre prix d'électricité, le marché européen aussi, etc. Ce qui n'est pas le cas. Ça a tendanciellement fait augmenter les prix d'électricité et ça les a fait exploser récemment avec la crise d'approvisionnement en gaz. Donc les gens se tournent vers en se disant, à tort ou à raison, je pense que c'est plus à tort, en se disant on va auto-consommer et comme ça, ça sera. Mais derrière, il y a toujours ces mécanismes de tarifs de rachat, enfin de prix de rachat garanti, etc., de subvention. Mais moi je suis pour, on supprime toutes les... Parce que apparemment, les énergies renouvelables sont matures aujourd'hui, mais il faut continuer à les subventionner. Non, on subventionne une technologie pour qu'elle devienne mature. Une fois qu'elle est mature, plus besoin de la subventionner, et puis elle s'envole de ses propres ailes. Aujourd'hui, si on continue à subventionner les énergies renouvelables intermittentes, c'est parce que le prix de l'électricité n'est pas encore assez haut pour faire en sorte d'avoir la garantie que le coût de production soit toujours couvert sur la durée de vie entière de l'énergie renouvelable, du mode de production. Donc on leur fait un tarif de rachat garanti en leur disant on vous garantit que dans tous les cas, on va couvrir ce coût-là, et la différence sera payée par l'État. Et c'est pour ça que dans les prévus... Il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont d'accord maintenant pour dire que c'est une énergie mature, c'est une industrie mature et on n'a plus besoin de subventions et de choses comme ça. Oui, donc il y a une grande partie des professionnels qui sont d'accord avec ça. Mais si on arrive à faire baisser les prix de l'électricité en redéployant des capacités de production pilotables et concentrées comme le nucléaire, le solaire et les énergies photovoltaïques, je différencie solaire et photovoltaïque parce que c'est pas pareil. Non, le solaire c'est solaire thermique. C'est pas forcément fini. Moi je trouve qu'il y a quand même des capacités à développer parce que ça fait toujours un appoint de production de chaleur, notamment sur le chauffe-eau. C'est vrai. Dans les zones qui vont bien. Le photovoltaïque, si vous voulez, par rapport au chauffe-eau, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'électricité
avec l'électricité, tandis qu'avec le chauffe-eau, on ne peut faire que du chauffe-eau, quoi. C'est ça la différence. Mais vous avez raison, mais toute l'énergie solaire, dans son histoire, je me souviens très bien, avait commencé par l'architecture, le passif ou l'actif, une grande discussion. Et puis à cette époque-là, l'énergie solaire, c'était $100 le watt. Alors, c'est sûr que c'était uniquement pour l'espace. Et puis, progressivement, c'est extraordinaire développement. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et franchement, que le photon se transforme en électron, c'est quelque chose d'absolument admirable, puisque vous êtes un admirateur de la physique. Physiquement, je vous rejoins. Oui, la technologie des semi-conducteurs a des choses incroyables, notamment dans le développement des panneaux photovoltaïques. Mais il faut garder la tête froide et c'est pas non plus la panacée. Il est vrai qu'on a une énergie, un rayonnement solaire qui est abondant sur la planète, mais comme il y a dans les énergies marines, c'est un peu la panacée de Jean-Luc Mélenchon, les énergies marines, mais tout l'enjeu dans l'histoire de l'humanité, c'est de réussir à convertir l'énergie primaire en énergie finale, pour qu'on puisse la consommer. Et plus cette énergie primaire est diffuse, plus il est difficile, plus il faut déployer des infrastructures importantes pour pouvoir capter cette énergie et la convertir en énergie finale. Et plus on a besoin de matériaux, plus on a besoin d'infrastructures importantes, plus on a besoin de matériaux, donc plus on a besoin de brasser de la terre pour aller chercher ces matériaux, etc. Et plus le taux de retour énergétique du système est de plus en plus faible. Alors, dites-moi, le nucléaire, donc... vous avez posé une question importante, on en avait parlé à l'entrée. Il faut aussi discuter du nucléaire. Donc si on est pour le nucléaire, et très bien, et on a besoin de nucléaire, en plus on voit bien que la question du mix énergétique, elle dépend aussi largement de l'histoire du pays, des compétences du pays, de ses ressources. Un pays comme l'Australie se lance dans le solaire, très bien, mais ils n'ont pas de nucléaire, donc, etc. Donc parfait, chacun fait comme il peut. EPR, ça fait quand même un bout de temps qu'on attend que l'EPR fonctionne, là, et on a des prototypes de tous les côtés. À chaque fois, dans un pays différent, l'organisation de sûreté dit « Ah ben non, je veux ça en plus, ça en moins, etc. » Cet EPR, il a été conçu, si je puis dire, de travers, puisqu'il était avec Siemens. Siemens a disparu. C'était pour Olkiluoto, oui. Exactement. Alors, Olkiluoto et autres, et Hinkley Point. Est-ce que c'est vraiment le bon design ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à repartir sur ce qu'on savait faire tellement bien, avec tellement de retours d'expérience ? La question est très pertinente. Malheureusement, en France, après, c'est pas forcément irréversible, hein, mais en l'état actuel aujourd'hui, on a un système de sûreté qui est très exigeant et qui se veut que tous les réacteurs nucléaires soient à l'état de l'art de la sûreté à l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos réacteurs nucléaires ont évolué de telle sorte à avoir un niveau de sûreté qui est équivalent à celui de l'EPR de Flamanville, qui est le plus haut niveau de sûreté qu'on ait jamais connu au niveau des réacteurs nucléaires. C'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, le niveau de sûreté d'un réacteur doit être au même niveau que celui qui était prévu à la conception. Voilà. Donc ça change pas mal de choses. Donc dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on revienne à des réacteurs de 900 MW... Donc ce que vous venez de dire est important. Vous pensez qu'il y a peut-être trop d'exigences de sûreté quand à chaque fois, à chaque visite décennale, tous les 10 ans, il faut se remettre au niveau de sûreté de la toute dernière conception de réacteur, c'est ça ? Vous pensez qu'il faut rester comme les Américains aux exigences de départ ? Non, je pense pas. Ça c'est un peu trop... Je cherchais à vous titiller pour savoir. Un peu trop laxiste à mon sens, mais je pense qu'il y a des leviers de réflexion à avoir sur le bon niveau de sûreté, sur notre niveau de pragmatisme. Les Anglais sont plus pragmatiques que nous, et par exemple, dans leur démonstration de sûreté, n'hésitent pas à mélanger du déterministe et du statistique. Par exemple, ce que nous avons du mal à faire en France. Okay. Donc vous êtes ouvert quand même à cette discussion qui est importante, hein, sur comment est-ce qu'on peut voir bien le nucléaire nouveau, est-ce que c'est le bon design, etc. Donc si on réfléchit à ouvrir cette discussion, ça veut dire qu'on va encore prendre du retard. Donc voilà, la discussion est compliquée. Mais, non, pas forcément. Bah, si. Il y a des designs étrangers qui existent. Ah, vous voulez qu'on va acheter directement chinois, par exemple ? Non, pas chinois non plus. De toute façon, ils sont pas matures et ils ont déjà leur marché intérieur à couvrir. Donc, mais si on place l'hypothèse qu'on est sur une course contre la montre et qu'il faut déployer des capacités de production nucléaire le plus vite possible, à voir qui sera capable de nous déployer une dizaine de premiers réacteurs le plus rapidement possible. Vous avez une idée ? On n'est pas encore au pouvoir, on n'a pas fait l'appel d'offres.
Non, bah, vous avez quand même une idée. C'est parce qu'enfin, on ne sait pas tellement nombreux. Il y a les Russes, il y a les Coréens, il y a les Chinois, Les Américains. et puis peut-être les Américains. Quoique on ne sache pas vraiment bien. Westinghouse fait des appels du pied à EDF, donc il faut voir. Bah, a priori, il y a la PMI, l'américain, et la PR 1400 en coréen. Aujourd'hui, qui sont les plus avancés. Donc voilà, vous êtes ouvert à cette discussion-là, c'est important. Pour que l'électricité, vous êtes très attentif au prix. La question pour nous à Équilibre des énergies, c'est si on veut décarboner, il faut électrifier. Or, on passe son temps à discuter des moyens de production, mais on ne passe pas assez de temps sur la consommation. C'est-à-dire qu'il faut électrifier les usages. Les usages, ce sont les transports, ce qu'on appelle la mobilité de nos jours, ce sont les bâtiments et c'est l'industrie. Et donc, est-ce que vous avez quelques propositions à nous faire, par exemple le véhicule électrique ou l'électrification du parc automobile ou des véhicules légers, des camions, etc. L'électrification ou la décarbonation également de l'aviation, du transport maritime, etc. La question de la rénovation des bâtiments, qui est une question quand même qui traîne depuis très très longtemps et qui est très difficile, qui est compliquée, personne n'y comprend plus rien. Est-ce que vous pourrez peut-être nous éclairer là-dessus ? C'est indéniablement un enjeu essentiel, l'électrification des usages et surtout sur la mobilité. Parce que là, on a le principal levier de décarbonation à faire, c'est de réussir à se passer du vecteur énergétique essence, diesel, enfin carburant, pour le remplacer. Et nous avons le choix, dans ce remplacement, entre 3 autres vecteurs énergétiques. L'électricité, l'hydrogène et le gaz de synthèse, en gros. Gaz de synthèse, biocarburant, même si biocarburant, je suis moins fan parce que ça utilise des terres cultivables, alors que le biogaz, lui, utilise des plantations dédiées. Enfin bref, il y a tout un système qui fait qu'on n'a pas besoin de forcément faire des cultures alimentaires pour mettre dans du biogaz. Nous sommes préoccupés de la ressource biomasse. Elle n'est pas extensible à l'infini, donc sans doute Oui. il faudra faire attention et prioriser les usages. Et peut-être prévoir l'étape d'après qui sont les e-fuels. Donc on a le choix entre ces 3 vecteurs énergétiques. Il faut regarder quelles sont les caractéristiques de ces 3 vecteurs énergétiques et puis les utiliser en conséquence. Je pense notamment sur le véhicule individuel classique que tout le monde utilise pour aller notamment au travail tous les jours, etc. On veut aller trop vite par rapport à notre capacité de production d'électricité sur l'électrification de ces usages-là. C'est pas parce qu'on va électrifier demain la flotte de véhicules qu'on aura la production d'électricité suffisante pour pouvoir les alimenter. C'est ce que je disais dans mon discours, c'est pas d'interdiction sans solution, pas de contrainte, pas de consommation sans avoir prévu la production derrière. Je crois que EDF nous a toujours rassurés là-dessus. RTE, EDF, ça ne consomme pas beaucoup. De quoi ? Électrifier les voitures. Bah, ça consommera forcément plus d'électricité. Si on remplace... Ça déplace un peu la pointe, ça consomme un peu plus, mais c'est très peu. C'est pas grand-chose. Physiquement, je vois pas comment c'est possible. Si on convertit 40% de notre consommation d'énergie finale, qui est les carburants, en électricité, on a beau avoir un gain de rendement vis-à-vis du moteur électrique par rapport au moteur thermique, forcément ça va consommer plus d'électricité, quelque part. C'est mathématique, on ne peut pas faire disparaître 40% de notre consommation d'énergie finale. Et donc, cette demande supplémentaire en consommation d'électricité, il va forcément falloir la satisfaire. Il faut aussi que nos industries et l'automobile s'en sortent derrière. Forcément, il ne faut pas les lâcher dans la course. Donc, à mon avis, il est plus intelligent, il est plus pertinent de faire ça en 2 étapes. Première étape, on passe sur de l'hybride. Deuxième étape, on passe sur de l'électrique d'ici 2050, plutôt que de tout vouloir forcer à l'électrique trop rapidement. Mais à terme, si on veut se passer des énergies fossiles, et c'est l'objectif du programme du Rassemblement national, c'est de réussir à produire suffisamment d'énergie finale pour ne plus dépendre de nos importations d'énergie fossile, il va forcément falloir électrifier la flotte de véhicules. Oui. Bon, nous sommes d'accord là-dessus, certainement, oui. Donc pour l'instant, votre idée, c'est modérons
le passage, aidons notre industrie à faire ce passage et ne la forçons pas à aller trop vite. Autrement, on sera obligé d'acheter des BYD, c'est ça. C'est ça. Et donc, entre la décarbonation rapide, où on peut faire appel aux étrangers, et la souveraineté prend le pas sur la décarbonation. Les deux ne sont pas opposables. Il ne devrait pas l'être. Les deux ne sont même pas du tout opposables, puisque la souveraineté, aujourd'hui, nos émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à notre combustion d'énergie fossile. La souveraineté énergétique veut que nous diminuions notre consommation d'énergie fossile, parce qu'en France, nous n'en produisons quasiment pas, et quand bien même nous voudrions, et c'est ce qu'on veut au Rassemblement national, vous allez peut-être dire que c'est ironique, mais au Rassemblement national, vu qu'on sait qu'on aura quand même besoin d'énergie fossile pour faire cette transition énergétique jusqu'en 2050, on a des réserves d'hydrocarbures sur le territoire français. Au lieu d'aller les chercher dans les autres pays, exploitons ce que nous avons en France. Ah bon, on en a? Ah oui, on en a. Rien qu'il y a... La Guyane, au large de la Guyane. Même sur le territoire national, il y a 2 semaines, j'ai des promoteurs qui sont venus chez moi pour me dire qu'il y avait des réserves de gaz en Meuse. Et pas des petites. Quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a. Et même pas besoin d'utiliser des technologies de fragmentation hydraulique ou des choses qui sont... pas forcément respectueuses de l'environnement, et au contraire, ça nous permettrait d'exploiter ces hydrocarbures avec la garantie que on respecte, enfin on utilise des normes. Donc ça veut dire qu'on lève cette interdiction d'aller prospecter. C'est ce qu'on veut, nous, au Rassemblement national. D'accord. Et c'est pas pour se dire que les énergies fossiles sont la panacée, c'est de se dire, de façon pragmatique, on en a encore besoin pour faire la transition énergétique, qui va prendre un certain temps. Au lieu d'aller les chercher ailleurs, au lieu d'acheter du gaz russe, au lieu d'acheter du gaz de schiste américain, autant exploiter ce que nous avons, nous, sur notre territoire, c'est du bonus, et aussi exploiter l'hydrogène blanc. Aujourd'hui, je ne suis pas capable d'estimer les capacités qu'on a, mais aller chercher ça, c'est toujours ça de gagner, et moi j'appelle ça de l'énergie bonus. Oui, de toute manière, il n'y a pas simplement les hydrocarbures, il y a aussi toutes les mines, etc. Donc il y a une espèce de retour qui va avec la réindustrialisation. Il faudra sans doute aussi qu'il y ait quelques mines nouvelles en France. Bien sûr aussi, oui. Okay. Bon, mais alors peut-être qu'à un moment donné, il y aura d'autres questions, parce que là, pour le coup, on a un peu déblayé le terrain des questions et des interrogations. J'ai 2 questions liées à la souveraineté, puisque vous avez commencé votre propos par mettre en avant la souveraineté. Comment on reste souverain si on achète des réacteurs à l'étranger ? Et sur la question des matériaux critiques, notamment en développant le nucléaire, comment on résout cette équation de souveraineté avec l'importation d'uranium ? Voilà, quelle est votre réflexion là-dessus et comment vous vous projetez ? Merci. Merci Eden et merci monsieur le député. Ma question est assez simple, on n'a pas du tout parlé de stockage. Est-ce que le stockage entre dans votre équation d'une façon ou d'une autre, quel que soit le facteur de charge du nucléaire que vous proposez ? Et la deuxième question dont on n'a pas parlé, bien qu'on ait parlé d'Europe, c'est celle des interconnexions, sans rentrer dans le débat de savoir qui paye, est-ce qu'on en a encore besoin, du moins de les développer ? Merci. Au niveau de la souveraineté, je dis que c'est une hypothèse de travail pour la possibilité d'apporter possiblement des réacteurs de l'étranger. C'est pas dit. Hein. Par exemple, si EDF est capable de nous donner un EPR, le PR 1200, peut-être aussi un design fonctionnel rapidement, moi je privilégie EDF, forcément. Mais il y a cette notion de course contre la montre sur l'électrification. Voilà, pour déployer au plus vite possible une première vague de capacité nucléaire, en attendant que les designs français soient prêts. C'est une période de transition temporaire. La deuxième question portait, excusez-moi, déjà sur le combustible, oui. J'en ai pas parlé, mais c'est une très bonne question, ça me permet d'introduire ça. Le but ultime, c'est de relancer le programme Astrid, le programme donc des réacteurs surgénérateurs de 4e génération, ce qui permet, grâce à ça, de valoriser non pas que la capacité énergétique d'à peu près 1% de l'uranium naturel, comme on le fait aujourd'hui, mais en théorie 90%. Dans la technique, on va plus dire 70%. Et donc d'exploiter l'uranium appauvri qu'on a sur le territoire français. Cet uranium appauvri, 350 000 tonnes à peu près, ça permet en capacité énergétique, avec des réacteurs de 4e génération, donc en fermant le cycle du combustible nucléaire, déjà de ne pas aller chercher ailleurs
de l'uranium, et ensuite d'avoir la capacité de pouvoir satisfaire la consommation énergétique finale de la France à hauteur de ce qu'elle a été en 2020, toute énergie confondue, pendant 2000 ans. L'énergie nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, mais je pense qu'à ce stade-là, on peut dire qu'elle est durable. En attendant que ça arrive, on a à peu près une trentaine d'années, enfin on a 5 ans déjà sur le territoire français de combustible pour le parc nucléaire actuel. Orano, dans son carnet de commandes, a à peu près une trentaine d'années d'exploitation de mines. Donc ça laisse le temps de voir, ça laisse le temps de se retourner. Et c'est du coup l'avantage d'une énergie concentrée, c'est qu'on n'a pas besoin de stocker beaucoup de quantité de matière pour avoir beaucoup d'énergie derrière. Ensuite, pour ce qui est de la capacité de stockage, oui, la capacité de stockage est un aspect dimensionnant du programme énergétique du Rassemblement national, notamment sur les steppes. J'en parlais tout à l'heure lors du moment de convivialité. Et sur la base des données qui ont été fournies par le scénario TWh, qui est produit par les voies du nucléaire, qui détaille ça de façon assez poussée d'ailleurs, je pense qu'ils avaient un expert sur le sujet. On propose, comme eux, de pouvoir développer, il me semble, 42 gigawatts de steppes supplémentaires, soit en convertissant des barrages existants et aussi en rajoutant des capacités de stockage pour avoir 8 TWh de capacité de stockage. La steppe étant, à mon avis, le système de stockage, c'est pas mon avis d'ailleurs, c'est le physique qui le dit, le plus polyvalent, parce qu'elle peut stocker sur une durée de quelques heures, de quelques semaines, mais aussi de quelques mois. Voilà. Avec un rendement qui est très bon. Il faut simplement construire un second lac souvent, quoi. Donc, oui, bien sûr, mais il faut changer la législation pour ça, oui. Oui, mais on les a construits dans les années 60, les lacs. S'engueuler avec la Commission européenne, bien entendu, encore une fois. On a toujours ce contentieux sur les barrages. La Commission veut nous obliger à faire des appels d'offres, y compris à l'étranger, quoi. Mais le problème des steppes, c'est qu'il y a des vallées, et malheureusement, il y a des gens dedans. Alors, donc, quelquefois, il faut demander aux gens de bien vouloir s'écarter un peu pour faire un lac, quoi. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Alors, et il y avait une autre question sur les interconnexions. Je pense qu'aujourd'hui, dans la perspective, si au niveau européen, tout le monde se met d'accord sur une baisse de l'utilisation des énergies intermittentes, ce qui du coup implique une baisse de la nécessité des interconnexions, on peut arrêter de faire ces interconnexions. Si c'est pas le cas, je pense que l'Europe sera très contente d'avoir la France pour pallier à leur manque de production d'électricité quand ils en auront pas assez, et on se fera un plaisir de leur exporter au coût le plus intéressant qui soit. Donc les interconnexions auront quand même leur pertinence. Quel est, monsieur le député, votre regard sur la façon dont la stratégie nationale pour la décarbonation et la réindustrialisation est coordonnée au niveau local, avec les élus locaux, les citoyens et les entreprises? Et comment cette coordination pourrait-elle être améliorée? Je ne vais pas inventer une réponse, c'est pas forcément un sujet sur lequel je me suis penché en particulier. Moi, je peux vous parler du projet CIGEO si vous voulez, parce que c'est dans ma circonscription. Mais aujourd'hui, la coordination comment est réalisée, la coordination au niveau local de la stratégie nationale, c'est pas un sujet sur lequel j'ai vraiment approfondi. Il y a des COP régionales, hein, des espèces de simulations, des discussions régionales qui sont, d'après ce que j'ai compris, assez riches et intéressantes et auxquelles nos concitoyens sont attachés. Ça avait été le secrétariat à la transition qui avait organisé ça. Donc il y a un certain nombre de réunions. Et puis il y a les obligations réglementaires, hein, dans les planifications régionales. Où est-ce qu'on met les installations, etc., etc. Donc ça existe. Est-ce que c'est satisfaisant? C'est une autre question. Vous êtes désormais un parti important au sein de l'Assemblée nationale, on le disait tout à l'heure, mais également au sein du Parlement européen, où la PFE est le 3e groupe en nombre d'eurodéputés. Comment analysez-vous l'utilité d'avoir une stratégie et des règles européennes pour traiter de ces enjeux énergétiques et industriels? Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, les États ont encore la liberté de leur choix de mix électrique, et même énergétique. Ils ont cette liberté, en théorie.
Moi, je vois quand même d'un mauvais œil le fait d'essayer de forcer la main et de contourner cette liberté-là au travers de différents leviers comme la taxonomie verte ou je ne sais quoi, pour orienter le mix énergétique d'un pays, parce que certains pays décident qu'ils ne sont pas d'accord avec une source d'énergie que nous avons ou autre. Donc, étant attaché à la souveraineté nationale et partant du fait que nous avons encore cette liberté de choix sur le mix énergétique, je considère que les autres États et l'Union européenne n'ont pas à interférer dans ces choix-là. Alors, elle le fait. C'est une bonne... Monsieur le député, en principe, en effet, chaque État membre a la responsabilité de son mix énergétique. Sauf que la Commission demande qu'il y ait 40% de renouvelables. Parce que je dis, ils sont... Alors attendez, donc c'est quoi alors la vérité là-dedans? En plus, renouvelables. Donc c'est ça qui est très ironique avec eux, c'est que leur objectif, c'est de décarboner le mix énergétique, ce qui est tout à fait louable, on doit tous s'y atteler, mais ils mettent des objectifs d'énergie renouvelable. Pas d'énergie bas carbone, d'énergie renouvelable. C'est ça la question. Et donc dans toutes les directives qu'il faudrait peigner, les directives notamment sur l'électricité, sur les maisons, etc., c'est toujours de l'électricité renouvelable. Et effectivement, du coup, ce n'est pas le nucléaire. L'électricité d'origine nucléaire, donc, n'est pas considérée comme renouvelable. Évidemment, elle ne l'est pas. Et donc, c'est pour ça que la France et d'autres pays demandent à ce que systématiquement le mot de renouvelable soit remplacé par bas carbone. C'est une bataille qui a lieu en ce moment. Oui, je suis d'accord. Mais c'est une bataille qui est regrettable d'avoir. C'est pas une entité supranationale de nous imposer des objectifs. Nous avons envoyé à Bruxelles un certain nombre de ministres de la transition énergétique qui n'aimaient pas le nucléaire. Oui, nous avons tous en tête. J'ai 2 questions. La première, c'est quelles énergies vous envisagez comme complément au nucléaire pour passer le mur énergétique des 5 prochaines années, sachant qu'on n'aura pas les steps vont mettre du temps à être construites. Quelle complémentarité au nucléaire vous voyez pour les toutes prochaines années pour réussir l'électrification? Ma deuxième question, c'est sur la PPL Grémillet. Est-ce que vous la soutenez aujourd'hui toujours et quelle va être votre stratégie pour son examen dans les prochaines semaines? Merci. Au niveau du mur de production d'électricité dont on va faire face dans les 5 prochaines années, le fait est qu'il n'arrive pas. Aujourd'hui, on n'arrive pas à électrifier les usages, je pense principalement parce que le prix de l'électricité est trop important. C'est un facteur qui, à mon avis, n'est pas du tout à négliger. Ensuite, si vous voulez trouver plus de térawattheures pour les 5 prochaines années, même si la PPE, ça se prolonge plus jusqu'à 2035 d'ailleurs, donc c'est peut-être plus les 10 prochaines années qui sont intéressantes. Je peux vous donner certains leviers. Donc on a parlé déjà du facteur de charge du nucléaire. EDF a l'ambition de vouloir le faire augmenter jusqu'à 70%, ça fait 40 TWh. Ensuite, nous avons la capacité de faire du power-up sur les réacteurs actuels. Ça fait gagner l'équivalent de 1,5 voire 2 EPR en équivalent puissance. Donc ça fait une production supplémentaire intéressante également. Et en attendant, ces 2 éléments-là, ça nous permet de nous faire gagner 60-70 TWh de production d'électricité par an, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qui était prévu dans la PPE en production d'énergie renouvelable, il me semble. Je crois qu'il monte à 80 TWh de tête. Donc l'électricité, la capacité de production d'électricité, on l'a déjà sur le territoire. Donc pour les 10 prochaines années. Donc c'est pas tant ça qui est difficile à trouver. On peut augmenter aussi notre contribution au niveau des barrages hydroélectriques. Ça fait gagner un peu de térawattheures par-ci par-là, mais c'est surtout grâce à notre parc nucléaire et à la puissance de ce parc nucléaire que nous pouvons augmenter notre production d'électricité encore aujourd'hui. Ensuite, sur la PPL Grémillet, nous l'avons, présenté à l'Assemblée nationale parce qu'on voulait qu'un texte sur l'énergie soit présent. Ce n'est pas pour autant qu'on la soutient. Ce n'est pas le programme du Rassemblement national, il en est très éloigné, et la stratégie qu'on aura quand elle va arriver à l'Assemblée, donc en juin il me semble, c'est de la modifier, de faire en sorte de la modifier le maximum possible pour que ça devienne la PPL, Rassemblement national, sur le programme énergétique. Et nous avons déjà toutes les listes et toutes les valeurs que nous comptons modifier à l'intérieur de cette PPL-là. À cet égard,
Nous sommes tout inquiets. Le Premier ministre a dit qu'il voulait fusionner en quelque sorte les deux textes, la PPE actuelle à revoir de toute manière parce que les chiffres ne sont pas cohérents, et la PPL Grémillet. Et nous avons, nous, à Eden, proposé un certain nombre d'amendements que nous vous ferons tenir pour essayer de les fusionner vite, de manière à ce qu'on ne perde pas trop de temps encore pour la PPE, quoi. Je ne comprends pas l'opposition entre le solaire, enfin le photovoltaïque et le nucléaire, parce que je trouve que c'est des énergies qui sont assez complémentaires. Et en plus, vous parlez de souveraineté, donc ça évite, en défaut de mode commun, d'avoir un panachage des modes de production. Et la question que j'ai, c'est par rapport, vous parlez beaucoup aussi de prix d'énergie. Comment pensez-vous baisser le prix de l'électricité si on mise tout sur l'électronucléaire, qui a un prix de revient qui est supérieur à 100 € du mégawattheure? Concernant le prix de revient, ça dépend énormément du coût d'actualisation qui aujourd'hui est mal déterminé parce qu'on ne se donne pas les moyens de financer le nucléaire correctement pour avoir un taux d'actualisation qui est le plus bas possible. Si on passe à un taux d'actualisation de 2% à 8%, on double le prix de l'électricité. Donc il faut faire attention aux hypothèses que l'on prend derrière, notamment sur le 100 € par mégawattheure, qui est aujourd'hui totalement biaisé, qui se base sur des moyens de financement du nucléaire qui ne sont pas optimums pour réduire le prix de l'électricité en sortie de turbine. Donc aujourd'hui, si on se donne les moyens d'avoir un taux d'actualisation, si on se donne le moyen d'avoir un taux d'actualisation qui est bas, notamment en passant par un fonds souverain, c'est ce qu'on propose, nous, au Rassemblement National, donc un taux d'actualisation qui serait autour de 1 à 2%, on peut continuer à avoir de l'électricité nucléaire à 50-60 € par mégawattheure en sortie de turbine. Ensuite, il y avait votre question sur l'opposition entre le photovoltaïque et le nucléaire. C'est pas une opposition, c'est un choix. C'est aujourd'hui, j'ai fait un tweet sur ça, alors ça comprenait toutes les énergies intermittentes, mais le solaire y est dedans, enfin le photovoltaïque, pardon, y est dedans. Entre ce qu'on a déjà dépensé et ce qu'on va engager sur le réseau, sur les subventions aux renouvelables intermittents et ce qui est prévu avec la PPE, on est à 350 milliards d'euros. Donc il y a 40 milliards déjà dépensés de mémoire, il y a à peu près 60 milliards d'engagés déjà avec la puissance actuelle, il y a une centaine de milliards pour le réseau et une centaine de milliards à peu près pour ce qui est prévu avec la PPE. Avec 350 milliards, on en fait un paquet de réacteurs nucléaires. Ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse est un peu biaisée. Le renforcement du réseau, il n'est pas lié qu'aux renouvelables. 60 milliards par rapport à RTE et une cinquantaine de milliards pour Enedis, on sait très bien qu'il n'est pas lié aux renouvelables intermittents, à l'intégration des énergies renouvelables intermittentes dans le réseau. Pas que, parce qu'en fait, ça joue. C'est ce qui est marqué noir sur blanc dans leur rapport. Donc moi, je ne fais que lire leur rapport. Ça concerne également l'amélioration des facteurs des taux de charge et autres, et qui concerne aussi le nucléaire. C'est une rénovation du réseau, et en plus, c'est autre. Enfin, il n'y a pas que. C'est un peu un raccourci, quoi, de dire que ces coûts-là sont associés. C'est surtout les éoliennes plutôt que le solaire. Je peux vous donner le résumé si vous voulez. Il y a 38 milliards pour les éoliennes en mer, il y a 30 milliards de mémoire pour la rénovation du réseau, et il y a à peu près, alors j'ai 38 milliards, il y a eu 25 milliards pour l'intégration des énergies intermittentes sur le réseau électrique terrestre. Et tous ces chiffres, après je vais passer la main, mais ce sont des suppositions qui peuvent très fortement varier, comme on l'a vu sur les coûts de construction des différentes centrales ou autres. Je pense que l'opposition systématique, ou de faire un choix de monotechnologie, est souvent un mauvais choix. Voilà, je considère que... Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, d'une part, et puis et vous savez, la gestion du réseau électrique, si on reprend un peu l'historique, on avait créé les heures creuses la nuit quand on a fait le parc électronucléaire, c'est fait pour ça. Le facteur de taux de charge du nucléaire qui est dans les 60% aujourd'hui, on retravaille, on regarde avec EDF comment le faire monter, mais c'est loin d'être facile. Les énergies que vous dites qui sont intermittentes, le solaire par exemple est intermittent, mais il n'est pas aléatoire, il est très fortement prévisible. Donc tout ça sont des sujets qui se traitent. Le stockage qui a été abordé aussi sont des évolutions qui vont se faire. Et sur l'échelle de temps sur laquelle on est sur des projets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on est sur une programmation qui est plutôt long terme, c'est-à-dire 15, 20, 30, 40 ans. Donc sur ces programmations-là, il faut prendre en compte l'évolution de la technologie, l'évolution de la flexibilité, tout ça. Et c'est pour ça que je pense que partir sur une idée aujourd'hui qu'il faut aller absolument faire un choix. Je pense que le choix peut être équilibré et de prendre un petit peu tout ça et de voilà. C'est un propos que j'entends énormément et qui a tendance à me fatiguer avec le temps, c'est de soi-disant faut pas mettre les œufs dans le même panier. On ne gère pas un mix énergétique comme on gère un portefeuille financier.
Un portefeuille financier, ça suppose qu'on ne sait pas quelle est l'action qui va être gagnante et quelle est l'action qui va être perdante. Donc pour éviter de perdre tout d'un coup, on va en mettre un peu partout. Aujourd'hui, avec la physique, et c'est ce que je m'attelle à faire dans mon livre, on sait donner une hiérarchie de quelles sont les sources d'énergie qui sont les plus respectueuses de la souveraineté d'un État. Je définis le terme dans mon livre, de celles qui le sont moins. À partir du moment où on arrive à faire une hiérarchisation, on fait des choix. Mais bien sûr que non, c'est pas le nucléaire. Le coût de production du nucléaire aujourd'hui, le coût de l'électricité avec le coût de production le plus bas au monde. Ce qui s'est passé, si on revient sur la crise qui a fait exploser les prix à un moment donné, il y a eu, alors c'est pas le nucléaire en tant que tel, c'est le fait d'être en mode production. On a vécu la crise Covid. Pendant la crise Covid, on n'a pas fait un certain nombre de programmes de maintenance sur les centrales nucléaires. On ne pouvait pas les faire. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est retrouvé à la fin de cette crise Covid à lancer un ensemble énorme de programmes de maintenance qui étaient nécessaires sur le parc. Et ça a diminué fortement la capacité de production, ce qui a créé une tension sur le marché et qui a accentué et qui a créé le phénomène de mode commun qui a donné cette flambée des prix, qui a contribué. Il n'y a pas que le nucléaire. On a quand même été extrêmement contents que les gars ont pu, pendant le Covid, continuer à nous fournir du courant. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est fermer les yeux que de ne pas regarder le défaut de mode commun. Si demain, on a un incident sur une centrale. Ce qui a fait monter les prix de l'électricité, c'est l'augmentation des prix du gaz, corrélée avec l'évolution, le calcul qui est au coût marginal de production d'électricité. J'ai refait les simulations, c'est aussi sur mon Twitter si vous voulez, de quels auraient été les prix de l'électricité durant la crise électrique, de crise de la production des prix de l'électricité, si on basait ce prix de l'électricité sur le coût de production de chacune des unités au prorata de leur contribution au mix. Au lieu de monter à peu près 600 € le mégawattheure sur le prix spot, on serait monté à 120 TWh. 120 euros par mégawattheure. On me dit, on n'a pas abordé ce sujet, on était beaucoup sur la production, mais on n'a pas parlé de la rénovation énergétique des logements. Car, ne l'oublions pas, c'est un enjeu social majeur. Et comment accompagner les Français dans ce mouvement ? Ce qui est prévu, ce qui doit être fait et ce qui est fait dans d'autres pays est un exemple qu'il faut faire, parce que ce gaspillage énergétique au niveau des passoires thermiques, c'est une problématique essentielle évidemment. Il faut accompagner les logements pour faire leur rénovation thermique, mais ce que je voulais rajouter, c'est gare à l'effet rebond. On s'aperçoit qu'en Allemagne, ils ont fait la rénovation thermique de beaucoup de leurs bâtiments, et ce qu'on observe derrière, c'est qu'au lieu de baisser la consommation d'énergie, on augmente le confort. On augmente la température dans laquelle on vit en hiver. C'est peut-être parce que justement elle n'était pas suffisante. Voilà, notamment. Mais naturellement, l'être humain, quand il a plus d'énergie à disposition, ou du moins quand ça lui coûte moins cher, il va augmenter son confort. Donc attention à l'effet rebond. Et moi, je reste quand même assez prudent sur les gains d'efficacité énergétique, entre guillemets, et de consommation quant à la rénovation thermique des bâtiments. Et dans mes hypothèses, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc moi, je prends des hypothèses pénalisantes pour essayer d'aller sur 1400 TWh de production d'électricité en 2050. S'il s'avère qu'on en a besoin de moins, tant mieux. Mais si on se prépare à avoir plus, au moins on est préparé. Est-ce qu'on peut attirer votre attention sur le facteur de conversion d'électricité en énergie primaire qui, dans la réglementation des bâtiments, multiplie par 2 la consommation d'électricité, ce qui fait que 1 million de maisons, de logements, sont classés à tort dans la catégorie des passoires thermiques uniquement parce qu'ils sont chauffés à l'électricité. C'est le principe du DPE, la problématique du DPE qui est aujourd'hui un indicateur qui, à mon avis, n'est pas forcément un indicateur pertinent pour classer les bâtiments. Beaucoup de groupes parlementaires le disent, et ça serait pas mal de le modifier, de l'améliorer maintenant quand même. J'ai une question, vous l'avez rapidement évoqué, c'est effectivement le projet de centre de stockage de Bure. C'est sur votre circonscription et sur la Haute-Marne également. Est-ce que d'une façon générale, le RN, votre parti, est en faveur de ce centre de stockage ? Première question. Et quelle est votre position sur la réversibilité ? Étant donné votre connaissance de la physique, qu'est-ce que vous pensez de la réversibilité ? C'est-à-dire qu'un jour, on puisse faire remonter les déchets pour en faire quelque chose d'autre. Le Rassemblement national est en faveur de ce projet-là. Ça permet au moins pour les déchets qu'on a déjà produits et qui seront, physiquement, il sera possible de les mettre
dans CIGEO que dans à peu près 50-60 ans, parce qu'il faut encore qu'ils refroidissent en surface. Mais ça permet déjà au moins de régler la question des déchets actuels. Ça ne veut pas dire que c'est la solution pour les déchets à venir. Il y a peut-être d'autres solutions, la transmutation laser ou la transmutation dans les réacteurs sur générateurs. C'est des moyens de valoriser énergétiquement ces déchets-là, ou du moins une partie. Les transuraniens, mais pas forcément les produits de fission. Ensuite, deuxième question, pardon, j'ai oublié, c'était sur... Non, c'est ça. Ah oui, sur la réversibilité. Je pense qu'il est très peu probable demain qu'on se dise on va aller chercher les déchets nucléaires qu'on a déjà mis à 500 mètres sous terre pour aller essayer de les valoriser énergétiquement, sachant que, comme je vous ai dit, il n'y a que les transuraniens qu'on pourrait valoriser et pas les produits de fission, et on a tout mélangé dans une matrice en verre. Moi, je vois très mal comment, au niveau énergétique, ça coûterait plus d'énergie d'aller les chercher, d'aller les refondre, d'aller les séparer, je pense que c'est plus simple d'aller chercher même de l'uranium marin en termes de quantité d'énergie à déployer que d'aller les chercher sous terre, etc. Je pense que cette notion de réversibilité est une lubie un peu politique pour essayer de faire passer la pommade, mais n'est pas forcément quelque chose de nécessaire et coûte de l'argent alors qu'on pourrait le mettre ailleurs. C'est mon avis personnel, cependant. Non, mais c'était lié à l'idée de l'entreposage avant de l'envoyer dans le fond, quoi. Mais cela dit, vous avez raison, les transuraniens, personnellement, j'étais pour la transmutation, moi, mais la transmutation, l'autorité de sûreté trouve que c'est trop dangereux, trop compliqué, ça va sortir l'américium, il faut tripoter tout ça, et donc ça avait créé plus de risques que d'avantages. Mais si on fait des réacteurs sur générateurs, la question est un peu différente. Et en plus, en France, on peut se satisfaire d'être à la pointe sur notre traitement du combustible usé et la séparation des atomes, des atomes entre eux. Donc on peut quand même se satisfaire de ça. On est dans des discussions très techniques sur le nucléaire. La question, à mon avis, principale entre nous, c'est quand même la question du solaire. Ce qui me frappe le plus, c'est l'extraordinaire descente des prix du solaire, l'extraordinaire développement du solaire, et dans certains pays, quand même, des réseaux qui sont quasiment intégralement inertes grâce aux onduleurs. Il y a des onduleurs faits pour le grid, comme ils disent en anglais, et avec maintenant des batteries réseau, des gigantesques batteries réseau, dont aussi le prix descend de manière impressionnante. Et donc toute la question, c'est est-ce que la France peut, d'une manière ou d'une autre, être absente de cette extraordinaire aventure technique de l'énergie solaire? Voilà, c'est un petit peu ça la question, quoi. Faisons un peu d'écologie, mais... Oui, vous pouvez rigoler que le Rassemblement national en face, mais moi je m'interroge sur la résilience d'un système qui sollicite autant de matériaux, qui sollicite une complexité aussi importante. Le silicium, ça manque pas. Pas pour les batteries. Alors, il n'y a pas un domaine où la recherche s'active autant que les batteries. Je sais bien, mais la recherche peut s'activer autant qu'elle veut. Moi, ce que j'observe, c'est que malheureusement, plus on gagne en performance sur ce genre de technologie, que ce soit batterie ou panneaux photovoltaïques, plus ça nécessite des matériaux rares. Si on veut faire des panneaux photovoltaïques à des plus gros rendements, il faut du cobalt, il faut différents matériaux rares. Donc, du coup, ça va complexifier la chose et ça va demander à aller chercher, à brasser plus de terre pour aller chercher ces matériaux. Et ça pose aussi la question du recyclage. C'est pareil pour les batteries. Donc, je veux bien être pour le progrès technique, mais j'en fais pas la panacée non plus, et je m'interroge sur du coup la résilience des systèmes qui sont parfois nécessitent des matériaux un peu trop rares et un peu trop difficiles à les trouver. Vous avez mentionné la remise en cause du système de tarification marginale de l'électricité comme un des leviers de compétitivité. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez déjà, puisque un certain nombre de pays européens, donc c'est une règle européenne, un certain nombre de pays européens sont attachés à ce mode de tarification. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des coalitions, une manière d'engager ce débat à Bruxelles? En fait, on ne sortirait pas du marché. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On ne sort pas du marché. C'est juste pour l'électricité que l'on produit sur le territoire national et que l'on consomme sur le territoire national. Celle-là, on met un mode de tarification qui est national.
qui est décidé, c'est un mode de tarification, comme le tarif régulé d'avant. Il faut voir les modalités du calcul. Pour moi, c'est mieux de se baser quand même sur le coût de production, au prorata de chacun des modes de production, et de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, mais avoir les prix de l'électricité les plus bas possibles. Et par contre, pour l'électricité qui est à l'import et qui est à l'export, on reste connecté au marché pour ce surplus-là. Je voudrais re-questionner ce qui a été dit sur les besoins en électricité d'ici 2035. L'Académie des sciences a quand même été particulièrement claire. Avec 508 TWh de demande en 2035, on n'a besoin d'aucune production supplémentaire renouvelable, si c'est ça, et c'est ça la tendance. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est évidemment parler du coût de l'électricité. Avec de l'éolien en mer posé qui est au-dessus de 100 € du mégawattheure, bien au-dessus, sans compter les adaptations nécessaires du réseau, de l'éolien en mer flottant sur lequel on compte beaucoup, mais qui sera bien au-dessus de 250 € du mégawattheure. Comment espérez-vous réindustrialiser quoi que ce soit? Donc voilà, quelle est votre position sur le programme qu'on nous annonce de 45 gigawatts d'éolien en mer flottant? Je vous ai expliqué comment essayer de combler un peu le gap là en faisant du power up et en augmentant le facteur de charge. Ça coûtera beaucoup moins cher que de faire des éoliennes en mer qu'il faudra remplacer tous les 20 ans. Hein, donc, je vous rejoins sur l'analyse et sur la conclusion. Et à mon avis, si l'Académie des sciences le dit en plus, ils sont loin d'être les personnes les moins pragmatiques du monde, à mon avis, il faut suivre leurs recommandations. Et arrêter d'être dans une lubie idéologique de il faut faire de l'éolien, plus parce que au niveau de la représentation symbolique c'est sympa, plutôt que dans les faits, c'est pas. Et on nous le répète suffisamment, la France n'a plus le luxe de disséminer son argent dans des moyens de production en disant il y en a peut-être un qui va fonctionner, donc qui va nous en sortir. Au départ, c'était carrément pour remplacer le nucléaire, me semble-t-il. Parce que les éoliennes avaient un avantage sur le solaire, c'est la puissance. Il y a des éoliennes, elles sont grandes comme la Tour Eiffel. Hein. Et donc, en principe, en mer, il y a plus de vent, ça continue. Donc, la puissance est là, qui permet éventuellement de pallier une défaillance du système nucléaire, quoi. Bah, évidemment, quand il y a du vent, mais en mer, il y en a beaucoup plus. Que pensez-vous de la capacité d'action du nouveau président d'EDF, Bernard Fontana, et de son degré de liberté d'investissement dans les petits réacteurs modulaires, voire dans les projets en cours de fusion nucléaire à l'échelle française et européenne? Et la deuxième question, vous considérez que l'hydrogène peut être une planche de salut pour l'industrie? C'est très différent de la première. Hein. Pensez-vous qu'il soit possible d'atterrir à court terme sur un coût de production compétitif? Pour ce qui est de M. Fontana, déjà laissons-le prendre ses marques. Moi, je vais me baser sur ce qu'il a pu faire chez Framatome, anciennement Areva. J'étais dans la boutique en plus. Il a quand même réussi à remettre la boîte sur les rails de manière quand même assez exemplaire. C'est un bon capitaine d'industrie qui est attaché à la production industrielle. C'est pour ça qu'il a fait en sorte que les usines du Creusot et de Saint-Marcel sont en capacité de produire l'équivalent de 2 EPR par an sur les gros composants. C'est pour ça qu'il a amélioré tout ce qui est planification chez Framatome, etc. Donc je m'attends que chez EDF, ils sont en capacité de faire de bonnes choses, et j'espère que le gouvernement lui laissera cette capacité-là. Par contre, pour ce qui est de la fusion, je ne suis pas sûr qu'il ait sa main dessus. C'est un programme international. EDF, c'est plutôt le CEA d'ailleurs qui est là-dedans. EDF n'a pas de rôle à jouer majeur dans ITER. Ensuite, la deuxième question, c'était sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un moyen de décarboner l'industrie, évidemment, de se passer du gaz naturel. Encore faut-il pouvoir produire, parce que l'hydrogène, à part l'hydrogène blanc, l'hydrogène ne vient pas de la nature, c'est un vecteur énergétique, il faut le produire. Aujourd'hui, je sais que le CEA a conçu des électrolyseurs à haute température avec 90% de rendement. Donc ce qui compte sur le prix de l'hydrogène, ça va être surtout le prix de l'électricité pour produire cet hydrogène-là. Donc si on veut de l'hydrogène compétitif, il faut de l'électricité compétitive.
Oui, il faut voir aussi les usages. Et il faut voir, principalement dans l'industrie, en priorité, je pense. Les transports, ça viendra plus tard. Pour les transports, le problème de l'hydrogène, c'est que vu que c'est l'atome le plus petit de l'univers, on aura beau le mettre dans n'importe quel contenant, au bout d'un certain temps, il va se barrer. Ouais. Donc il y a des prises électriques partout, mais il n'y a pas des prises d'hydrogène partout. Voilà. Ça, donc c'est très bien pour les gros transports, parce que quand même, il faut un réservoir volumineux pour le stocker, donc c'est quand même pour du gros transport qui roule souvent, voire tout le temps. Donc moi je vois les camions, les trains c'est quand même mieux d'électrifier les lignes, ou possiblement les taxis. Mais l'hydrogène dans les transports, je vois pas trop sa pertinence pour aller plus loin. Moi, ce qui m'inquiète pas mal, c'est que ces multiplications de sécheresses font que les rivières vont être de plus en plus souvent avec un faible niveau, qui va obliger à arrêter les centrales nucléaires et les autres, ou tout au moins diminuer leur activité, faute de refroidissement possible. Et à ce moment-là, normalement il fait beau, donc il pourrait y avoir très intéressant ce couplage avec le solaire, puisque au moment où les centrales ne pourront pas marcher à plein régime, on pourra remplacer en partie par le solaire. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien votre opposition assez nette au solaire. On consomme 2 fois moins d'électricité l'été que l'hiver. Sauf qu'il y a de plus en plus de climatiseurs. C'est pas ça qui va changer. Le 2 fois moins va peut-être changer à... Dans certains pays, la pointe est en été. Un tiers fois moins, mais... donc déjà, c'est un premier aspect. Et c'est une contrainte réglementaire, le fait de réduire la puissance des réacteurs nucléaires à cause des cours d'eau en été. C'est dû à une contrainte réglementaire sur le delta de température entre l'amont et l'aval de la sortie du circuit de refroidissement. Ce n'est pas dû au débit d'eau. Pour vous donner un exemple, Bugey, la centrale du Bugey, consomme 1% du débit d'étiage du Rhône. Donc avant que le Rhône soit à sec au niveau de Bugey, on a de la marge. Au pire des cas, si jamais on arrive à des niveaux de sécheresse incroyables, on met des aéroréfrigérants sur les réacteurs qui n'en ont pas aujourd'hui, et il suffit juste de compenser l'évaporation de l'eau. C'est à peu près 5 mètres cubes par seconde, c'est pas énorme. Et pour vous rappeler que la centrale de Palo Verde aux États-Unis, au milieu de l'Arizona, fonctionne très bien avec le refroidissement. En termes de refroidissement, c'est les eaux usées de Phoenix. Il ne faut pas beaucoup d'eau pour refroidir un réacteur nucléaire, surtout quand il y a des aéroréfrigérants. C'est pas tellement pour le début, c'est pour les petits poissons quand même un peu. Hein. Je dis ça juste en passant parce que quand même... Oui. Le réchauffement, si on veut éviter de réchauffer les rivières... Si on met des aéroréfrigérants, ça très bien. Mais il faut le faire. On ne l'a pas fait. Oui, bien sûr. Mais justement, monsieur le député, ça me fait penser à cette question sur la PPE. La question de l'adaptation est extrêmement importante. Et en fait, toute discussion sur l'avenir énergétique devrait aussi s'accompagner d'une discussion sur l'adaptation nécessaire. Les centrales nucléaires, regardez ce qui se passe à Gravelines. On est obligé de construire une digue parce qu'on est vraiment à fleur d'eau. La question qui est posée là, c'est la question de l'eau et du réchauffement. Si on est en retard, disons. Hein, on est en retard sur l'adaptation. Il va falloir qu'on fasse un petit peu attention et qu'on soit sérieux aussi là-dessus, quoi. Je ne suis pas trop de cet avis sur le fait qu'on soit en retard, parce qu'aujourd'hui, les réacteurs qu'on a, qui n'ont pas d'aéroréfrigérants sont sur les plus gros cours d'eau français, la Loire, le Rhône, la Garonne. Non, en général, je parle de l'adaptation du peuple français, de la France. Au réchauffement climatique. Oui. Oui, ça c'est un enjeu essentiel. Ça ne concerne pas que les réacteurs nucléaires, mais il y a une grande question qui est un tabou pour les écologistes notamment, c'est la climatisation. Oui, je pense que la climatisation, elle crée du chaud, c'est ça le problème. Parce que ça fait des îlots de chaleur urbains si on fait des échangeurs RR, mais si on fait des échangeurs RO... Puisque vous êtes un physicien, la thermodynamique veut que si vous créez du froid, vous faites du chaud en même temps. Oui, mais si vous chauffez de l'eau plutôt que de chauffer de l'air, ça ne fait pas d'îlot de chaleur urbain. Oui, et donc on enlève le problème de la critique qui est faite par les écolos aujourd'hui, disant ça réchauffe l'air au niveau des villes. Oui, mais si on s'arrange pour faire un réseau de froid aussi, par exemple dans les villes, et un échangeur RO... Mais vous devriez voir la question de manière plus large. La question du refroidissement,
de rafraîchissement, de la climatisation, est une question absolument essentielle à l'échelle mondiale. Et donc la question de comment est-ce que la France peut participer à cet effort, comment est-ce qu'on peut créer de la climatisation, du rafraîchissement, sans créer simultanément, sans augmenter, si je puis dire, la chaleur à la surface de la Terre, c'est une question extrêmement importante. Oui. Et peut-être que l'industrie nucléaire a un rôle à jouer là-dessus. Je ne sais pas, il y a quand même des choses à voir. J'ai presque envie de vous dire, pour être provocateur, si on augmente la consommation d'énergie en été, ça augmentera le facteur de charge du nucléaire. Vous avez parlé de stockage, on a parlé de stockage, les fameux STEP. Qu'est-ce que vous pensez et comment souhaitez-vous aider au sein du Rassemblement national toute la filière batterie, en particulier en France et en Europe? Puisque j'ai bien compris que les technologies chinoises, c'était hors de question qu'elles soient utilisées. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix, à part quelques technologies de niche aux États-Unis, et évidemment en Asie avec les Coréens. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment vous souhaitez aider la filière batterie en Europe et en France. C'est pas moi qui suis expert du sujet au niveau de la réindustrialisation, mais c'est un process que tout le monde connaît et que tout le monde fait dans le monde, à part en Europe. C'est du protectionnisme, de la subvention jusqu'à maturité. En gros, on protège l'œuf, on attend que l'œuf éclot et puis que le poussin puisse s'envoler de lui-même du nid. Et une fois qu'il a la capacité de pouvoir s'envoler du nid, normalement, il est en capacité de pouvoir résister à la concurrence internationale. Même principe pour les batteries, en fait. Mais la question est intéressante aussi, monsieur le député, parce que la Chine et l'Europe, en tout cas la France, partagent un problème, une carence. Nous n'avons pas de pétrole. La Chine non plus, et nous non plus. Et donc la Chine... Nous avons des idées. Nous avons des idées. Mais on vient d'annoncer que la Chine vient tout d'un coup de réduire ses émissions Oui, ça a stagné, oui. Exactement. C'est une nouvelle extrêmement importante. Et donc, c'est intéressant de voir comment la Chine réussit, si je puis dire, à réduire ses émissions. Bon, elles sont quand même à un niveau très, très largement supérieur au nôtre, mais elle a réussi grâce à un effort d'industrialisation et à une combinaison du nucléaire et du solaire. Il y a énormément de solaire au sol en Chine. Oui, enfin, c'est surtout grâce au pétrole, quand même. Quand on regarde leur mix énergétique, il est quand même encore beaucoup composé de charbon et de pétrole. Alors, justement, pas beaucoup de pétrole, justement. Ils sont en train d'essayer de réduire leurs importations. Mais bien sûr, tout ça, ça passe par le canal de Malacca, par le détroit de Malacca, etc. Bien sûr, il y en a encore beaucoup. Mais la Chine a besoin de se débarrasser, si je puis dire, du pétrole, autant que possible. Oui, comme nous. Comme nous, oui. Conclure, c'est un peu compliqué. On voit bien. D'abord, ça nous fait plaisir d'écouter un député qui s'y connaît, qui se passionne. Et ça nous a fait plaisir de voir à l'Assemblée nationale qu'il y a enfin un débat sur la programmation de l'énergie. Maintenant, les positions du Rassemblement national sont extrêmement tranchées. C'est-à-dire, on a du nucléaire, c'est un atout de la France. Allez, travaillons là-dessus et ne perdons pas de temps avec autre chose. Cette autre chose, c'est quand même quelque chose de très passionnant qui se développe partout dans le monde. Et même EDF, dans sa contribution à la PPE, dit quand même on peut aller jusqu'à 30% sans problème. Bon, est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte prudent, monsieur le député, de garder quand même une expertise, une compétence, un savoir-faire? Il y a quand même beaucoup de brevets dans l'énergie solaire en France qui ont été déposés par la France. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de garder quand même un pied, si je puis dire, dans l'énergie solaire et son extraordinaire développement solaire plus batterie? Il y a quand même quelque chose de très important. Bon, voilà, donc à l'équilibre des énergies, comme notre nom l'indique, nous sommes pour l'équilibre. Donc, si nous pouvons trouver un système en quelque sorte avec l'avantage de se servir d'une source d'énergie quand même illimitée, qui est présente, qui ne coûte pas très cher. Les centrales au sol font baisser le prix de l'électricité. C'est votre souci aussi d'avoir un prix d'électricité aussi bas que possible. Est-ce qu'on ne peut pas combiner en quelque sorte l'extraordinaire atout que nous avons avec le nucléaire et avec l'extraordinaire possibilité de l'énergie solaire? Voilà. En tous les cas, je n'ai pas conclu. Vous pouvez conclure aussi, si vous voulez. Hein. D'abord... je ne voudrais pas que ma parole vous prive de la vôtre. Non, du tout. Vous l'aurez remarqué, j'espère. J'essaie
d'être le plus possible pragmatique, de me fonder sur les chiffres, sur alors moins sur les euros que sur les quantités physiques. Je pense qu'elles sont plus pertinentes. Les euros, on peut les manipuler, on peut les biaiser, on peut leur faire dire un peu tout et n'importe quoi si on n'a pas les mêmes hypothèses de calcul pour ramener les choses en euros. Donc je préfère les valeurs physiques. Si vous m'apportez la démonstration que produire 1 kWh d'énergie photovoltaïque sollicitera moins de matière. Alors, il y a déjà la quantité d'un côté et aussi la complexité de rechercher, parce que ça dépend de la rareté des matériaux, que de l'hydraulique ou du nucléaire, ou même de la biomasse, les centrales à biomasse, il ne faut pas oublier, c'est pas forcément quelque chose qui consomme énormément de quantité de matière. Pour faire une centrale thermique à biomasse... Gardanne, vous êtes obligé de faire venir le bois de je ne sais où. Non, hors combustible. Pardon ? Hors combustible. Une centrale à biomasse, c'est une centrale thermique, quoi, une chaudière. La chaudière, vous êtes obligé de créer la chaleur comment ? En brûlant la biomasse ? Bien sûr, oui. Et la biomasse, elle va venir d'où ? Mais elle est renouvelable. Attends, elle est renouvelable à condition que vous n'en preniez pas trop. Ah, mais ça, on est d'accord, il faut passer pas la panacée, et c'est pour ça que dans le programme du Rassemblement national, on compte pas non plus là-dessus énormément. Non, mais si vous voulez, la biomasse, c'est un retour en arrière considérable, en quelque sorte. Hein. Le retour au bois. Non, moi, je ne pense pas, mais on n'est pas obligé de vous suivre sur tout, monsieur le député. Hein. Je vois que ce n'est pas encore une conclusion, ça nécessite un deuxième débat. Merci infiniment à vous deux.